Merci pour cette invitation et puis merci d'avoir dégagé beaucoup de temps. D'habitude, tout le monde dit ah, on n'a pas le temps de dire, etc. On est pressé. Et là, on a du temps pour discuter de cette question de l'évaluation. Et donc, vous aurez du temps aussi pour poser des questions, naturellement, et je compte sur vous. Alors, on vient de voir Popper qui plante le décor de la question scientifique. Et là, nous, on va rentrer dans des considérations extrêmement pratiques et de société. Et vous allez voir qu'au-delà de considérations épistémologiques très pures, en réalité, tout ça est intriqué dans des enjeux de pouvoir, de relations entre des gens, etc., etc. Et que c'est la vie et que, voilà, on est obligé de faire avec. Alors, la question, le premier essai comparatif contre le placebo a été fait, vous le savez peut-être, juste avant la Révolution française, en France, et c'était déjà pour évaluer une intervention, alors je vais peut-être passer, hein, mais qui avait quand même à voir avec le registre de, pas la santé mentale, mais prise en charge non médicamenteuse en tout cas, c'était le baquet de Mesmer. Donc Mesmer était un médecin allemand qui était vitaliste, qui pensait qu'il y avait une énergie vitale qui était communiquée entre les êtres humains, et il pensait qu'il avait un magnétisme supérieur aux autres, et il faisait des passes sur les gens, et passes qui provoquaient des guérisons, un soin, et puis des états où les gens se pâmaient, avaient des émotions extrêmement fortes, et il est venu à Paris, donc du temps de Louis XVI, et il a eu un succès considérable, et il a monté une école, et il a voulu avoir une reconnaissance académique, et là, ça a commencé à poser des problèmes. Hein. L'Académie de médecine a dit, mais qui c'est ce gars-là qui est en train de prendre nos parts de marché, quoi, en gros. Hein. Et donc l'Académie de médecine a dit, mais c'est un charlatan, en fait, ce qu'il fait, c'est n'importe quoi. Et donc Louis XVI a dû trancher. C'est-à-dire, il n'a pas dû trancher sur l'efficacité de ce que faisait Mesmer, mais il a dû trancher sur le fait qu'il y avait le bazar dans son pays et que les médecins ensemble n'étaient pas d'accord. Et donc il a demandé à des savants, pas à des médecins, il a demandé à des savants de venir trancher. Et les savants, ils ont fait quoi? Donc Mesmer, pour rentabiliser son soin, plutôt que de faire des passes simplement à des sujets, il faisait des passes dans des baquets d'eau, et les gens rentraient dans les baquets, comme ça faisait des thérapies collectives. Ils pouvaient faire d'une pierre plusieurs coups. Et donc les savants ont dit, s'il y avait Lavoisier, ils ont dit, en fait, on va prendre des baquets magnétisés et puis des baquets pas magnétisés. Et on va regarder l'effet que ça fait sur les gens. Et en fait, ça marche très bien, c'est-à-dire que les baquets magnétisés fonctionnaient, les baquets pas magnétisés ne fonctionnaient pas, et au moment où on disait à quelqu'un qui était dans un baquet magnétisé sans le savoir, mais vous savez, en fait, il l'a été, tout d'un coup, ça se mettait à marcher. Et donc les savants ont dit, c'est un charlatan, en fait, la magnétisation n'existe pas, les gens y croient, et donc ça marche. Et vous voyez, donc, cette premier épisode, en fait, d'évaluation, hein, obéit vraiment à une logique scientifique et pas à une logique médicale. L'objectif n'était pas de savoir si les gens allaient mieux ou pas. L'objectif était de savoir s'il y avait un rationnel derrière le soin. Et déjà, on plante le décor de la question d'évaluation, de savoir qu'est-ce qu'on veut au bout du compte. Hein, qu'est-ce qu'on veut au bout du compte. Donc ça, c'est juste avant la Révolution française. Et puis, après, il va y avoir un siècle de calme, un gros siècle de calme, pendant lequel on ne va pas faire grand-chose. Et quand on va se poser des questions d'évaluation, notamment chez les psychologues, parce qu'en fait, très tôt, les psychologues ont fait des évaluations, on faisait, alors il n'y avait pas de placebo, contrairement à cette manip de Mesmer, on comparait des groupes, et on comparait des groupes en les appariant. L'idée étant que si je m'interroge sur l'efficacité d'une prise en charge, eh bien on va prendre 10, 20 sujets, et puis on va essayer de trouver des paires de sujets qui sont semblables, et puis à un on va donner une intervention, à l'autre on va donner autre chose, et puis comme ça on va regarder, comme les sujets sont semblables, s'il y a le groupe qui a eu l'intervention A qui
dans un meilleur état de santé que le groupe qui a eu l'intervention B, ben, ça veut dire que A est meilleur que B. Et l'affaire est entendue. Et donc pendant un siècle, l'affaire était entendue. Et puis est arrivé Fischer, qui lui travaillait pas dans l'expérimentation humaine, dans l'expérimentation en agriculture. Et il a écrit un livre dans les années 1920, sur les designs, sur la méthodologie de l'évaluation, en disant ben non, il ne faut pas apparier, c'est pas bien, il faut tirer au sort. Et ça a suscité un émoi considérable. Et d'ailleurs un émoi qui est très compréhensible, parce que les gens disaient mais il tire au sort, mais si en tirant au sort, par hasard, on met dans un groupe de traitement les gens qui sont le plus susceptibles de guérir, et dans l'autre groupe de traitement les gens qui sont le moins susceptibles de guérir, alors à la fin on ne va pas pouvoir conclure. Alors que quand on a des groupes appariés, au moins ils sont semblables, donc du coup on peut conclure. Et c'est curieux que cet argument, aujourd'hui, quand on dit il faut comparer des groupes, il faut tirer au sort, c'est le dogme absolu, et vous voyez comme au début du XXe siècle, quand cette proposition a été faite, elle était contrairement contre-intuitive. Alors pourquoi il propose de tirer au sort et pas d'apparier? Parce qu'en fait, on ne peut pas apparier vraiment, même en prenant des vrais jumeaux, vous le savez bien, ils ne sont pas pareils. Au bout d'un certain temps, ils ne sont pas pareils. D'ailleurs, même à leur naissance, ils ne sont pas pareils. Donc en fait, vous prenez des sujets appariés, ils ne sont pas pareils. Alors on pourrait imaginer que oui, mais on les prend, il n'y a pas de raison qu'on va attribuer à un des sujets appariés le traitement A plutôt que l'autre. Sauf que, en fait, il est tout à fait possible que si vous décidez d'évaluer une prise en charge, et que cette prise en charge c'est un peu la vôtre, il est possible que même inconsciemment, quand vous avez une paire de patients appariés, eh bien que vous proposiez votre intervention à vous, au patient qui est le plus susceptible de guérir. Et il y a eu plein d'exemples comme ça, où en fait, on se rend compte que les allocations des traitements ne se font pas au hasard et que ça peut avoir des répercussions. Alors, souvent, elles ne sont pas très importantes, ces répercussions, mais elles peuvent exister. Et donc, du coup, la conclusion de l'étude est sujette à discussion. Alors, vous me direz, mais oui, mais avec le tirage au sort, c'est aussi sujet à discussion, puisque le hasard peut susciter des différences, et donc, à la fin, il y aura toujours ce même questionnement. Sauf qu'avec le hasard, on sait exactement quel est le risque que l'on prend, qu'il soit à l'origine d'une différence artificielle entre les deux groupes. Et ce risque, il est collectivement accepté au niveau de 5%. C'est comme ça, depuis le milieu du XXe siècle. Chaque fois que l'on fait une expérimentation, que l'on tire au sort, comme on a tiré au sort, il est bien sûr tout à fait possible que la différence que l'on trouve soit due au hasard, naturellement. Sauf qu'on s'arrange pour que, méthodologiquement, la probabilité que le hasard puisse expliquer à lui tout seul la différence que l'on observe entre les groupes soit plus petite que 5%. Et donc nous avons comme ça un langage commun sur la prise de risque que nous prenons quand nous décidons qu'une intervention est supérieure à une autre. Et ça c'est vrai pour les médicaments, pour les prises en charge non médicamenteuses, pour tout, même pour la recherche fondamentale. On fait des tests statistiques, et si le petit p est inférieur à 5%, on dit alors que c'est statistiquement significatif. C'est une règle sociologique. Et c'est parce que cette règle est formelle, objective, avec une prise de risque limitée et connue de tous, à 5%, que cette règle a prévalu la règle qui était présidée par l'appariement. Parce que dans l'appariement, effectivement, on marche mieux que le hasard, on rend les groupes plus comparables que ne voudrait le hasard, mais on ne sait pas dans quelle mesure on est susceptible de faire une erreur en disant que les deux groupes sont dissemblables. Cette différence extrêmement subtile entre appariement et randomisation, il a fallu 30 ans pour qu'elle sédimente, et c'est petit à petit que l'expérience a fait que les scientifiques ont décidé de tirer au sort et pas d'apparier. Et c'est à partir de l'après-guerre que la décision de randomiser a été prise, et c'est bottom-up, comme on dit, c'est pas quelqu'un qui a dit un jour il faut randomiser, non, c'est progressivement. Alors Fischer avait écrit son livre, il y a eu une discussion scientifique, et puis progressivement les gens ont convergé vers la randomisation, parce qu'au moins là, ils se sentaient en sécurité, ils étaient protégés par ce 5%. Mais là, nous sommes dans le domaine scientifique.
Ce sont des expériences scientifiques. On n'est pas dans le domaine de l'évaluation des prises en charge en termes de santé publique. Quand on regarde l'évolution historique des modalités de prise en charge et de leur évaluation, le pays qui a été le plus en avance dans ce domaine, c'est les États-Unis, avec la constitution au début du XXe siècle de la Food and Drug Administration, et qui a fait d'ailleurs un travail historique pour savoir comment avaient évolué ces modalités d'évaluation. Et la première chose qui interpelle, c'est que quand on a commencé par évaluer les médicaments, c'était avant tout pour évaluer leur sécurité et pas pour évaluer leur efficacité. Alors que ce qui est curieux, c'est que pour les prises en charge non médicamenteuses, c'est exactement le contraire. Vous connaissez beaucoup d'études qui évaluent la sécurité des prises en charge non médicamenteuses. Alors qu'entre nous, il y aurait beaucoup à dire. Sur les effets secondaires des prises en charge psychologiques, il y aurait beaucoup à dire. Et il y a je ne connais aucune étude randomisée qui s'est concentrée sur ce sujet. Alors que les scandales de santé publique au niveau du médicament, et vous le savez tous, on l'a vécu avec le Mediator, etc., les prothèses de hanche, les scandales de santé publique viennent avec la sécurité. Le fait que, par exemple, des médicaments homéopathiques qui soient toujours remboursés par la sécurité sociale, alors que leur efficacité est discutable, je ne dis pas qu'elle est nulle, vous allez voir pourquoi c'est plus compliqué que ça. Je ne dis pas qu'elle est nulle, mais elle est discutable. Et la collectivité rembourse et il n'y a pas de manifestation dans la rue, il n'y a pas de scandale télévisuel comme on en a avec les problèmes de sécurité. Et donc ça s'est passé comme ça, la FDA, début du XXe siècle, on commence à industrialiser les médicaments et donc on commence à faire de grosses bêtises. C'est l'élixir de sulfanilamide, un proto-antibiotique qui marchait tant bien que mal, mais c'était le seul qu'ils avaient. Ils décident de faire une forme pédiatrique avec un sirop à base d'éthylène glycol et on tue des enfants à cause du sirop, à cause de l'excipient. Donc la FDA décide que c'est fini, maintenant il y aura des contrôles de qualité dans les usines. Il faut croire que ça ne suffit pas puisqu'on est capable de vendre des benzodiazépines pour des diurétiques. Mais voilà, cette question a été posée et on a commencé par faire du contrôle de qualité au niveau du process de fabrication des médicaments. Et puis après arrive le scandale de la thalidomide, après la Seconde Guerre mondiale, et on en rajoute une couche, là on met des modèles animaux, c'est-à-dire on impose aux firmes pharmaceutiques de tester les médicaments sur des animaux pour vérifier qu'ils sont quand même relativement sécures. Mais on ne parle toujours pas d'efficacité. Et vous savez qu'est-ce qui faisait l'efficacité d'un produit à l'époque? C'était son succès commercial. On considérait que si les gens achetaient les médicaments, c'est que les gens étaient contents du médicament. Si les médecins continuaient à les prescrire, c'est que ça marchait. Et pour avoir travaillé pendant 6 ans dans la commission qui rembourse les médicaments en France, j'ai été surpris de voir que beaucoup de firmes pharmaceutiques continuent à avoir ce point de vue, c'est-à-dire au moment où ils veulent défendre leur demande de remboursement, ils disent, regardez, dans la plupart des pays d'Europe, on a 30% des parts de marché. Donc c'est qui marche notre médicament, sinon on n'aurait pas toutes ces parts de marché. Et bien entendu, ils ont un peu raison. Un peu. Le succès commercial, effectivement, est quand même un peu lié à l'efficacité des prises en charge. Bien sûr, il y a le marketing aussi. Et puis vous savez que le marketing joue beaucoup dans le soin. Mais dans les prises en charge non médicamenteuses, vous savez que beaucoup utilisent le même argument. Si mes patients continuent à venir me voir, c'est qu'ils sont contents de ce que je fais, donc ça marche. C'est quelque chose que l'on entend et qui n'est pas complètement faux. Mais ça n'est juste un peu vrai aussi, c'est comme pour les médicaments. Et donc la FDA, en 1970, donc c'est quand même il n'y a pas si longtemps que ça, écrit officiellement « Commercial success alone is not enough ». C'est-à-dire, donc ils reconnaissent que jusque-là, c'était le succès commercial, et c'est le bon côté des Américains, ils ont une certaine honnêteté intellectuelle dans leurs erreurs, ils disent, en fait, ça ne suffit pas. Et donc là, ils se sont dit, oui, mais alors comment on fait? Si ce n'est pas le succès commercial, comment on va faire pour évaluer les médicaments? Et donc, ils se tournent vers les scientifiques. Et ils regardent que font les pharmacologues pour évaluer les médicaments. Eh bien, ils font des essais randomisés, donc on va faire des essais randomisés pour évaluer les médicaments. Et vous voyez, c'est exactement comme ce qui s'est passé avec Louis XVI, c'est-à-dire que la FDA, qui est une institution de santé publique, a fait appel à des scientifiques pour trancher un problème de santé publique. Et ce qui est étrange, c'est qu'on peut trouver ça tout à fait naturel.
hein, parce que on pense souvent que la science comme la méthodologie, c'est neutre, c'est un outil neutre, qu'on peut l'utiliser pour répondre à des questions, alors que la science n'est pas neutre, naturellement. Alors, on peut se dire, oui, mais comment ils auraient pu faire autrement? En fait, on peut même se demander, finalement, si c'était si raisonnable que ça, de faire des essais randomisés contre placebo pour évaluer les médicaments, parce que quelle est la véritable question quand on décide de mettre un médicament sur le marché? Moi, j'en vois deux. Hein. La première, c'est le rapport bénéfice-risque favorable. Il faut que le médicament fasse plus de bien que de mal. Est-ce qu'un essai randomisé permet de répondre à cette question? Pas du tout. L'essai randomisé permet juste de dire que le médicament fait un peu plus de bien, ou plus de bien que le comparateur, éventuellement un placebo, mais pas que le rapport bénéfice-risque est favorable. L'essai randomisé va comparer séparément le bénéfice et les risques, mais jamais les mettre en balance les uns avec les autres. Et d'ailleurs, entre nous, cette question reste ouverte. Dans le champ de l'évaluation du médicament, on évalue d'un côté le risque, on évalue de l'autre côté le bénéfice, et on les regarde dans les blancs des yeux, et on décide de donner l'autorisation de mise sur le marché. Et je vous promets que ce n'est pas simple. Quand vous prenez le Roaccutane dans l'acné juvénile, ça donne des hépatites fulminantes une fois sur 100 000 cas. Comment mettre en balance le traitement d'une acné sévère? Vous êtes tous dans le champ de la jeunesse et vous savez ce que ça peut faire, une acné, mais ça n'est quand même que de l'esthétique. De l'autre côté, vous flinguez un foie et c'est une transplantation hépatique. Comment mettre en balance les deux? C'est une vraie question presque de morale, hein. En tout cas de société, à laquelle l'essai randomisé ne répond absolument pas. Donc, première question, rapport bénéfice-risque. Puis deuxième question, est-ce qu'on en a pour notre argent? C'est-à-dire, oui, d'accord, le rapport bénéfice-risque est positif, mais finalement, est-ce que ça vaut le coup de la rembourser? Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? L'essai randomisé ne répond absolument pas à la question du rapport coût-bénéfice. Alors, on peut se demander pourquoi les essais randomisés ont-ils eu un tel succès alors? Pour des raisons sociologiques. Pour des raisons sociologiques, parce que, il y a une première anomalie, et qui d'ailleurs persiste pour l'évaluation des soins non médicamenteux, c'est que ce sont les firmes pharmaceutiques qui évaluent le produit qu'elles veulent vendre. Quand on y réfléchit, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Ils vont gagner des milliards d'euros avec leurs médicaments, et officiellement, et tout le monde accepte ça, ce sont eux qui évaluent le produit avec lequel ils vont gagner beaucoup d'argent. Et pour les prises en charge non médicamenteuses, c'est exactement comme ça. Ce sont quasiment toujours les thérapeutes cognitivo-comportementalistes qui évaluent les TCC, les psychanalystes qui évaluent les thérapies psychanalytiques. Alors, comment gérer ce conflit d'intérêts? Eh bien, en ayant une méthodologie caricaturale, tellement simple qu'on ne peut pas la trafiquer. Et la seule qui résiste à ça, c'est l'essai randomisé. L'essai randomisé, vous prenez des patients, vous les séparez en deux groupes en tirant au sort, vous les suivez un certain temps, vous les comparez à la fin avec un test statistique qu'on peut faire à la main, et si le petit p est inférieur à 5%, on dit oui, sinon on dit non. Donc vous voyez, le design méthodologique est extraordinairement simple, donc on peut expertiser les études réalisées par les firmes pharmaceutiques avec un niveau de fiabilité extrême. Et effectivement, alors qu'il y a un conflit d'intérêts majeur, le biais induit par le fait que ce sont elles qui évaluent leurs propres produits n'est que faible, il n'est pas nul. Ça a été étudié, on a regardé la différence de résultats entre les essais randomisés où ce sont les firmes qui évaluent leurs propres produits et ceux où ce ne sont pas les firmes qui évaluent leurs propres produits. Et en faisant des méta-analyses de ces essais, on montre qu'il y a une petite différence et que, bien entendu, quand les firmes évaluent leurs propres produits, la taille d'effet est légèrement supérieure. Mais la bonne surprise, c'est qu'elle n'est que légèrement supérieure. Alors que le conflit d'intérêts est monstrueux. Et donc, pourquoi ça marche aussi bien? Parce que le design est transparent, il est redoutablement simple et donc très facilement auditable.
Et donc c'est pour des raisons sociologiques finalement, c'est parce que ce sont les firmes qui évaluent leurs propres produits, que l'essai randomisé a eu un succès énorme, mais ce succès est en train d'être relativisé. Il est en train d'être relativisé pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les médicaments commencent à coûter de plus en plus cher et que la question du rapport coût-bénéfice et de l'importance du bénéfice commence à se poser. Ça ne suffit plus de savoir qu'on a un médicament qui est meilleur que ce qui existait avant. On veut maintenant savoir jusqu'à quel point il est mieux. Parce que maintenant, vous avez des molécules anticancéreuses où le coût du traitement est voisin de 100 000 € par an. Donc, si ces essais sont faits sur des dizaines de milliers de sujets, et il suffit que vous ayez un mois de médiane de survie supplémentaire pour que vous soyez statistiquement supérieur avec ce petit p à 5%. Et là, vous avez des pays qui commencent à dire, attendez, un mois de survie en plus pour 100 000 € par an, on n'achète pas. On préfère dépenser notre argent ailleurs, mettre dans la prise en charge des patients autistes, par exemple. Et donc la question se pose de est-ce qu'un essai randomisé, ça évalue bien le gain? La réponse c'est non. Pourquoi? Parce que les essais randomisés sont faits sur la planète entière. Aujourd'hui, les essais randomisés sont multicentriques internationaux. Donc ils sont faits en Afrique du Sud, en Europe de l'Est, en Chine, pas tellement en Europe occidentale, parce qu'on montre très facilement que les essais randomisés sont d'autant faits dans un pays que le système de soins est de plus mauvaise qualité. Parce que les médecins n'ont pas envie de rentrer leurs patients dans des essais randomisés quand ça se discute un peu, quoi. Quand vous pensez qu'un essai randomisé dans la dépression, c'est contre placebo. Un essai randomisé, même dans la schizophrénie, les premiers essais, c'est-à-dire au début, quand la molécule est évaluée, vous devez avoir un vrai placebo. Donc comment voulez-vous qu'un psychiatre français n'a pas envie d'inclure des patients, même avec un sens scientifique très développé, vous incluez un patient dans un essai dans la dépression alors que vous avez une chance sur 3 ou une chance sur 2 de mettre un placebo, vous ne le faites pas. Quand le patient n'est remboursé de ses soins que parce qu'il est dans l'essai randomisé, là tout de suite ça marche beaucoup mieux. Donc pour cette raison, vous avez beaucoup plus d'essais randomisés qui sont faits dans des pays avec des systèmes de soins un peu précaires. Et puis les médecins qui font des essais randomisés, ce ne sont pas les mêmes médecins que ceux qui n'en font pas. Ce sont des médecins plus dans des CHU, qui sont plus branchés recherche, etc. Et donc on a un problème de ce qu'on appelle la validité externe des essais randomisés, qui fait que la transposabilité des résultats, de l'importance des effets que l'on observe, par rapport à la vraie vie est discutable. Et tout le monde le sait, les essais randomisés ont une excellente validité interne, c'est-à-dire à l'intérieur de l'essai, on peut vraiment dire que A est meilleur que B, mais jusqu'à quel point il va l'être dans la vraie vie, on n'en sait rien. Et donc les payeurs, ceux qui remboursent les médicaments, eux ils s'en fichent de savoir si le médicament marche mieux à l'intérieur de l'essai. Ça c'est une vision très scientifique, eux ils veulent avoir des données dans la vraie vie. De là, une remise en cause de l'influence aussi importante et qui va avec les coûts. Il y a des essais randomisés qui peuvent coûter plusieurs centaines de millions d'euros. Ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est l'émergence d'un concept qui pour nous est nous interroge, de médecine personnalisée. Pour nous, la médecine est par essence personnalisée. En psychiatrie, tout patient est unique, tout médecin est unique. Enfin, la question de la personnalisation de la prise en charge est une évidence. Et il faut croire que dans le reste du champ de la médecine, petit à petit, ça l'est devenu de moins en moins. Et ça le redevient avec la génomique. C'est que vous savez que dans le cancer, par exemple la notion de cancer du sein est en train de disparaître. C'est que le soin d'un cancer du sein et le fait que la prise en charge est liée à la localisation anatomique de la tumeur n'a plus rien à voir avec la prise en charge médicamenteuse. La prise en charge médicamenteuse dans le cancer du sein aujourd'hui vient beaucoup plus du génotypage de la tumeur et le pronostic beaucoup plus aussi. Et vous savez que maintenant, on peut génotyper une tumeur avec 1 million de caractéristiques.
pour quelques centaines d'euros, et bientôt quelques dizaines d'euros. Et ce qui fait qu'en fait, un patient qui a un cancer a son cancer à lui. C'est ça qu'on appelle médecine personnalisée, c'est que maintenant, en fait, la maladie n'est plus comparable d'un sujet à l'autre, à l'extrême. On n'a plus que des maladies orphelines, c'est-à-dire des maladies qui touchent des petits nombres de sujets. Et donc du coup, ça pose un problème d'évaluation des thérapeutiques qui est redoutable. C'est qu'on ne peut plus faire ces gros essais randomisés sur des dizaines de milliers de sujets, puisqu'en fait, on va s'occuper maintenant de maladies microscopiques. Et donc, très vraisemblablement, la randomisation va avoir du mal à résister à cette personnalisation de la médecine. Donc vous avez à ce stade deux points qui font que l'essai randomisé est discuté. Donc le premier, c'est le fait qu'on a besoin de savoir, on a besoin d'avoir accès à un rapport coût-efficacité, c'est-à-dire une importance de l'effet en situation réelle. Le deuxième, c'est la médecine personnalisée. Et puis il y en a un troisième, c'est l'émergence des thérapeutiques non conventionnelles, qui ont à voir avec les prises en charge non médicamenteuses. Vous savez que notre société est de plus en plus interpellée par les remboursements de l'ostéopathie, la chiropratique, le jeûne. Le jeûne, j'ai appris que donc, le jeûne, il y a des pays où on arrête de manger pour se soigner, ça paraît un peu moyenâgeux, mais il y a en Allemagne, dans des centres anticancéreux, on fait jeûner les patients avant les cures de chimiothérapie, parce qu'en fait, les cellules saines se recroquevillent en état de jeûne. Elles stoppent leur division cellulaire et il y a moins d'effets secondaires des chimiothérapies après jeûne. Et donc il faut l'évaluer. Mais alors comment évaluer le jeûne? Et vous avez comme ça plein de soins qui paraissaient avant assez moyenâgeux, et où on se rend compte finalement qu'il y a peut-être des choses à prendre là-dedans, mais alors ça interroge complètement, ça redistribue complètement les cartes sur ce que c'est qu'un soin. Et je vais vous prendre l'exemple de l'ostéopathie, sur lequel on a travaillé dans le laboratoire à la demande du ministère de la Santé. L'ostéopathie, donc vous voyez, ce sont des manipulations douces, en général pour le mal de dos, mais pas seulement, ça peut être pour plein de problèmes, y compris des problèmes neurodéveloppementaux chez des enfants. Et donc, vous avez un champ théorique sous-jacent qui est, quand on a un regard scientifique dessus, qui est fou. C'est-à-dire, c'est un discours énergétique, on n'est pas loin de Mesmer et de ces trucs-là. Je ne dis pas qu'il est faux, je dis quand on le lit et qu'on a une culture biologique, qu'on a fait des études de médecine et qu'on lit la littérature internationale, le discours des ostéopathes a l'air fou. De l'autre côté, vous avez des patients qui disent, y compris des professeurs de médecine, des membres du cabinet du ministre de la Santé, qui ont leur ostéopathe, qui vont voir au moins une fois par mois, et qui disent, sans lui, je ne pourrais pas vivre. Et donc, vous avez les deux côtés, et vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? De quoi parle-t-on? Alors, de quoi parle-t-on avec un regard qui est notre regard à nous, où on est habitué à des prises en charge compliquées, et de démêler là-dedans qu'est-ce qui fait que ça marche et que ça ne marche pas? On se rend compte que certes, vous avez des gens qui ont mal au dos et qui ont des problèmes ostéo-articulaires. Vous savez que les problèmes ostéo-articulaires font partie des 4 principaux problèmes de santé publique avec la psychiatrie, la cancérologie, la cardiologie. Donc c'est vraiment un problème ultra prévalent qui touche la plupart de nos concitoyens. Donc, problème très prévalent. Avec, bien entendu, derrière, il y a des véritables rationnels physiopathologiques, l'arthrose, les disques intervertébraux, tout ça, ça existe vraiment, ça se voit avec l'imagerie. Mais, autour de tout ça, tous ces gens qui font du sport, etc., qui ont mal, vous avez aussi tout un cortège d'anxiété par rapport à la performance, au vieillissement, etc., le fait que ça marche moins qu'avant, le fait que l'on a peur, la défaillance narcissique, enfin vous voyez tout ce qui se passe autour de la douleur chronique liée avec des problèmes ostéo-articulaires. Et vous avez quelqu'un qui est un as de la relation médecin-malade, un as de l'alliance thérapeutique. Et je vois vraiment un collègue, un professeur d'université, qui avait un enfant un peu prématuré, etc., qui pleurait la nuit et
qui me raconte, voilà, je l'amène voir l'ostéopathe, alors il lui masse le cou, etc. Elle a dit, bon, quand faut-il que je revienne? Mais monsieur, c'est fini. Dans 15 jours, elle ne pleurera plus. Et 15 jours après, elle ne pleurait plus. C'est-à-dire que, et effectivement, nous on n'ose plus faire ça, mais monsieur, c'est fini, elle est guérie. Et bien entendu, voilà, et n'empêche que 15 jours après, elle ne pleurait plus. Et alors bien entendu, quand on dit ça à quelqu'un qui a un cancer, monsieur, vous êtes guéri, c'est bon, alors on est bien d'accord que ça pose des problèmes. Mais il y a des situations où ce type de prise en charge, eh ben c'est respectable. C'est respectable parce qu'elle ne pleurait plus. Et pour avoir discuté avec une excellente ostéopathe de l'hôpital Robert Debré, qui m'a montré des vidéos extrêmement impressionnantes d'enfants qui avaient des problèmes avec des ruptures de l'arc postérieur des vertèbres cervicales, donc vous voyez un peu ce que ça représente, avec des troubles de la motricité majeure, et après des prises en charge ostéopathiques, des espèces d'améliorations symptomatiques qui sont absolument extraordinaires, en me disant, ben ouais, leurs histoires sont folles, mais leurs mains sont justes. C'est-à-dire, alors, vous voyez, comment évaluer du coup un soin comme ça dans un essai comparatif versus placebo? Quand la théorie sous-jacente est fausse, or le comparateur, quand vous comparez à un placebo, vous testez une théorie. La théorie qui est que c'est la substance qui est à l'intérieur de la molécule qui vous soigne. Avec l'ostéopathie, la question ne se pose absolument pas comme ça. Alors, vous voyez où on est aujourd'hui. On pensait que tout était simple, c'est-à-dire que l'évaluation, c'est des essais randomisés comparatifs, si possible, versus placebo. Et donc, tout le monde devait rentrer dans le moule. Et puis, ce moule est en train de se déliter. Certes, l'essai randomisé contrôlé existe toujours. Quelle est sa force, sa simplicité, son pouvoir de persuasion? Par exemple, il y a eu une interrogation sur l'efficacité des prises en charge psychodynamiques, psychanalytiques, pour dire les choses simplement. Eh bien, il a fallu des essais randomisés, une méta-analyse d'essais randomisés, publiée dans le JAMA, The Journal of the American Medical Association, impact factor supérieur à 10, disant que ça marchait mieux que les traitements comparateurs, paru en octobre 2009, pour dire... Maintenant, on peut dire que les prises en charge psychanalytiques sont efficaces. Oui, on peut le dire parce qu'il y a eu des essais randomisés et des méta-analyses, et que comme c'est simple et que c'est convaincant, alors quand on le dit, les gens disent « mais sur quels éléments vous dites ça ?» On leur dit « ben voilà l'article du JAMA ». Alors ils le lisent et ils disent « alors on peut critiquer », et d'ailleurs c'est critiquable, mais on peut dire « d'accord, on peut critiquer, mais à ce moment-là, tout est critiquable ». Donc ça marche, oui, c'est critiquable, oui, mais c'est critiquable comme les trithérapies dans le VIH et comme tout le reste. Et on peut critiquer l'efficacité des trithérapies dans le VIH. Donc les essais randomisés sont indispensables parce que, et dans le domaine du soin, il y a souvent des questions brûlantes, avec des conflits d'intérêts et avec des gens qui n'ont pas envie de voir que ça marche ou que ça ne marche pas. Et donc là, l'essai randomisé, il est le juge de paix du fait de sa simplicité méthodologique. Mais l'essai randomisé ne permet d'aborder que la partie émergée de l'iceberg. Tout le reste du soin, qui est l'interaction médecin-malade, la qualité de l'alliance thérapeutique, etc., l'essai randomisé ne peut pas faire ça. Quand on compare des groupes de sujets qui reçoivent des traitements, on considère que l'efficacité du traitement est la même quel que soit le médecin, par définition, puisqu'on compare à des groupes. On en est venu à oublier que l'efficacité d'un médicament, même d'un antibiotique, dépend du médecin qui fait la prescription. Ne serait-ce que parce que avec certains médecins, les gens prennent leurs médicaments, et avec d'autres médecins, ils ne prennent pas leurs médicaments. Et que quand vous ne prenez pas votre médicament, il ne marche pas. Et vous voyez, rien que ça, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié. Et bien entendu, dans les prises en charge non médicamenteuses, tout le monde le sait, toutes les études le montrent, que vous soyez psychanalyste ou TCC, la part de variance dans l'efficacité thérapeutique, elle dépend davantage de la personne qui fait la prise en charge que de l'idéologie sous-jacente à sa prise en charge.
Et pour ça, l'essai randomisé est en grande difficulté. Alors, j'en arrive à la conclusion. Aujourd'hui, quand, dans votre champ, on décide d'évaluer les prises en charge, et il faut le faire, puisque naturellement, la plupart d'entre nous, nous sommes payés par la société pour soigner des gens, et quand on soigne des gens, on doit se demander si on les soigne bien ou pas. Et donc, on doit évaluer. Je crois que là-dessus, tout le monde est d'accord. Je n'ai jamais entendu quelqu'un qui n'était pas d'accord avec ça. Alors après, la question, c'est comment évaluer. Alors, le premier point, c'est qu'on est pris en tenaille entre d'un côté, il y a un habitus de l'évaluation, c'est-à-dire, il y a aujourd'hui un univers, un mode de vie de l'évaluation avec un grand E. Et si l'on veut apparaître comme quelqu'un qui s'évalue sérieusement, alors il faut obéir à des règles. Et ces règles sont encore aujourd'hui, et c'est l'histoire de la HAS, etc., les niveaux de preuve, c'est l'essai randomisé. Alors, après tout ce que je vous ai dit, vous êtes en droit de ne pas être d'accord, mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est un habitus, c'est-à-dire que si vous voulez avoir le label évaluation, vous devez faire ça. Et il faut savoir cependant, alors bien entendu vous aurez un bénéfice primaire qui est que une fois que vous êtes évalué comme les thérapies psychanalytiques, une fois que vous êtes évalué par ce corpus et que ça marche, alors vous avez pignon sur rue. Mais attention, il peut y avoir des effets indésirables, c'est que en rentrant dans ce champ d'évaluation par des essais randomisés, ça va induire, ça peut modifier les représentations que les gens et que vous faites du soin. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on décide d'évaluer un soin en comparant deux groupes de sujets, vous annulez l'efficacité du thérapeute, l'effet thérapeute. Il disparaît. Voilà. Donc ça, d'un côté, vous êtes pris en tenaille avec ça, et puis de l'autre côté, il y a tout l'avenir de l'évaluation qui va être en plus ou à côté de l'essai randomisé, avec des méthodologies complètement différentes, des méthodologies de suivi de cohorte. Vous aurez tout à l'heure une présentation par Jean-Michel Turin sur comment évaluer dans les psychothérapies dans l'autisme à partir d'un suivi de cohorte qualitatif-quantitatif. Vous avez des suivis, alors, ou avec des méthodologies qualitatives, ou à partir d'énormes bases de données internationales regroupant un grand nombre de sujets, avec des modèles, même avec des observations participantes. Hein. Il y a des firmes pharmaceutiques qui envisagent d'évaluer des antidiabétiques oraux avec une méthodologie anthropologique, où quelqu'un va chez un foyer où le monsieur, par exemple, est diabétique, et regarde comment se passe le repas. Si l'épouse qui prépare le repas, statistiquement, chez les sujets diabétiques, un peu âgés, c'est comme ça. Quelle nourriture elle lui prépare, le discours qu'elle a par rapport à son diabète, et t'as oublié de prendre ton médicament, et tu n'es pas sérieux, et tu n'as pas mangé ça, et tu me fais chier, je mange ce que je veux, etc. Et le fait que ça interagit avec la prise médicamenteuse, qui est le problème numéro 1 dans le diabète de type 2, c'est l'observance thérapeutique. Et donc les firmes pharmaceutiques maintenant se demandent pourquoi les gens ne prennent pas les médicaments et qu'est-ce qui fait qu'on pourrait, quels sont les effets secondaires que l'on ne connaissait pas et qui font que les patients ne prennent pas les médicaments. Et ça, c'est de l'évaluation. Donc vous allez être pris entre une évaluation qui vous plairait bien, qui dépasse un peu les contraintes méthodologiques très dures, il faut bien l'avouer, de l'essai randomisé, et puis une évaluation qui vous est imposée par le microcosme de l'évaluation institutionnelle. Et voilà, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la vie, c'est une réalité de société. Vous devez évaluer vos pratiques, vous êtes tous partants pour le faire, vous souhaiteriez les évaluer, vos pratiques, avec une méthodologie que vous pensez en votre âme et conscience étant la plus adaptée possible, et c'est peut-être pas ça que vous devrez faire, parce que la société le veut différemment. Je vous remercie pour votre attention.